Bienvenue dans Projet Adama, un podcast qui s'intéresse aux personnes rassemblées autour du combat pour Adama Traoré, décédé le 19 juillet 2016 dans la gendarmerie de Persan. Les personnes que vous alliez entendre sont noires et elles évoquent leur rapport avec ce combat en questionnant la justice, les institutions comme la police, l'expérience des personnes racisées dans l'espace public ou encore notre place à nous qui sommes blancs. Pour nous engager dans ce combat, nous avons décidé de ne pas prendre la parole et d'écouter ces discours qui ne sont pas assez relayés. Je m'appelle Elisa da Silva. Et moi, Arthur Vacher. Aujourd'hui, nous allons entendre Romuald Fonquois. Je m'appelle Romuald Fonquois. Je suis professeur de littérature francophone à l'Université Sorbonne Université, la faculté des lettres. Je dirige le Centre international d'études francophones, ainsi que l'UFR de littérature française et comparée. Et je suis aussi président du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et directeur de la Fondation Lucien Paille de la Cité internationale universitaire de Paris. Donc, que représente pour moi l'affaire Adama ? La mort de jeunes adolescents, la réprobation d'une famille, une famille éplorée, la colère d'une communauté, la douleur d'une sœur qui tente en fait de refaire l'histoire réelle de la mort de son frère, sans doute une bavure, contestée par la police comme d'habitude, mais c'est toujours en général comme ça que ça se passe. Une injustice politique peut-être, une injustice sociale, un sentiment d'incompréhension. Peut-être une tragédie de notre temps. Voilà, en gros, ce qui me vient à l'esprit dès qu'on me parle de cette histoire. Je peux pas arriver à établir une sorte de relation entre cet événement et mon propre vécu, parce que mon propre vécu est totalement éloigné de cela. Mais cela ne veut pas dire que parce que mon propre vécu est totalement éloigné de cela, que je suis éloigné de cela. Mon vécu est ce qu'il est, mon histoire est ce qu'elle est, et mon vécu et mon histoire ne sont pas vécu et histoire de la banlieue française. Je ne viens pas de la seconde génération, par exemple. Je n'ai pas des parents qui ont été émigrés en France. C'est quelque chose que je ne connais pas. En revanche, c'est quand même des questions qui m'intéressent. Elles m'intéressent intellectuellement, elles m'intéressent littérairement, elles m'intéressent politiquement, oui, bien sûr. Mais ça n'a pas de rapport avec moi. D'ailleurs, si je m'écoutais, je dirais qu'il faudrait que moi, je m'efface devant cet événement, que moi, je m'efface devant cette histoire. Parce que cela n'est pas moi, en fait. Les rapports que j'ai eus avec la police, tout au long de ma vie, sont des rapports absolument normaux. Sont des rapports avec la police des frontières, voilà, parce que je voyage beaucoup, et j'ai toujours voyagé beaucoup, même à l'époque où j'étais étudiant. Et les seules fois où j'ai pu avoir des rapports avec la police qui me paraissaient bizarres, c'était une fois je revenais d'Allemagne, à la fin des années 80, et je vivais en fait à l'époque dans deux pays, parce que je faisais de la recherche sur le Cameroun en relation avec l'université de Hambourg, et je vivais à Lille. Donc il m'arrivait de faire Lille-Hambourg en train. Ça me faisait 850 km, moi je m'en souviens très bien. Et un jour, je reviens en fait en France. Bon, comme bien entendu, je passe la frontière. À l'époque, il n'y a pas encore de TGV et tout, donc je passe la frontière en Belgique. Je me fais contrôler normalement dans le train par la douane. Et lorsque j'arrive en fait à la gare de Lille, les mêmes qui m'avaient contrôlé en fait dans le train surgissent derrière moi et puis me disent: est-ce qu'on peut vous recontrôler? Et je me suis rendu compte que j'étais pas seul, avec quelqu'un d'autre qui était en train d'être contrôlé comme moi. Et je pense qu'ils pensaient qu'on était de connivence. Au bout de 10 minutes, ils ont vu que j'habitais à Lille à l'époque, ils m'ont fait partir. Mais je crois que c'est la seule fois. Enfin, la seule fois dans mon esprit, la seconde, je crois que c'est à la gare de Paris-Nord. Je prenais le train régulièrement entre Arras, où j'habitais à l'époque, et Paris, où je travaillais. Et au moment où je reprends le train pour repartir à Arras, je sais pas, il y avait eu un événement, je crois, à la gare du Nord, et il y a des douaniers qui me demandent en fait à fouiller mon sac à dos. Alors, j'étais avec des copains qui avaient l'habitude de prendre le train avec moi. Alors ça a été la grande rigolade. Ils sont tournés vers moi en me disant: si vous commencez à contrôler les professeurs d'université, c'est que vous avez un problème. Ça s'est arrêté là. Le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage s'appelle Jean-Marc Ayrault. Et c'est lui qui m'a demandé en fait si je voulais bien prendre la tête de la présidence du conseil scientifique de la Fondation, ce que j'ai bien voulu accepter. C'est que j'ai le sentiment d'être arrivé à un moment donné de ma vie où il fallait que je fasse autre chose. Peut-être que je fasse quelque chose pour un engagement que j'ai eu à 20 ans et qui, pour des raisons qui sont des raisons personnelles, j'avais décidé de mettre de côté. Je veux m'expliquer. Alors là, je vais m'exposer un peu. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai fait la prison politique. Parce qu'on m'a accusé, en fait, d'être membre d'un parti politique qui n'existait plus. Et alors que j'avais juste, à un certain moment donné, écrit quelques petits textes pour
comme les étudiants font en général, pour faire des revendications estudiantines. Voilà. Un peu plus de bonheur étudiant. Voilà. C'était quand même pas plus compliqué que ça. Et j'ai décidé qu'en fait, c'est pas qu'on ne m'y prendrait plus, mais j'ai décidé à partir de là qu'il fallait penser autrement la politique. Donc chez moi, la question de la conscience politique est assez ancienne. Ou plutôt l'interrogation sur la question politique, elle est très très ancienne. Et ce qui m'intéressait le plus, c'était presque toujours comment est-ce qu'il faudrait faire une politique action. Alors la politique action peut être prise de deux manières. C'est soit on décide de militer d'un côté, bien sûr, et à partir du militantisme, créer des conditions qui sont des conditions de l'action. Ou alors, il faudrait faire ce que j'appelle la politique de cabinet, qui n'est pas très éloignée de la précédente, mais la politique de cabinet suppose presque toujours, un, de prendre conscience du réel tel qu'il est, deux, de se poser la question de savoir comment, une fois qu'on a pris conscience du réel tel qu'il est, avec ses contraintes, arriver à trouver une politique qui permette de dépasser les contraintes. C'est-à-dire qui permette en fait de dépasser le réel tel qu'il est. Pour présenter la Fondation pour la mémoire de l'esclavage en quelques mots, moi je ne suis que le président du conseil scientifique, je ne suis pas le président de la Fondation. Je dirais que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est née du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, qui avait été institué par décret il y a 15 ans. Et qui, au fond, ce comité avait eu pour but de pouvoir, suite à la loi Taubira 2001, qui fait de l'esclavage un crime contre l'humanité, produire un certain nombre de discours susceptibles à la fois de pouvoir faire que cette histoire soit vraiment considérée comme étant une histoire de crime contre l'humanité, et d'autre part, de pouvoir penser justement à la question des réparations. Et le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage a fait ce travail pendant longtemps, avec les associations d'abord, qui ont obtenu qu'un mémorial des victimes soit installé en 2021 au Jardin des Tuileries. Donc c'est un travail qui est un travail important, permettant effectivement que cette mémoire-là soit une mémoire qui soit fixée dans un lieu qui est un lieu reconnu. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce qu'au fond, la mémoire de l'esclavage n'est pas qu'une mémoire nationale. Et donc on voit tout de suite que faire de la mémoire d'esclavage quelque chose de national, c'est ou réduire l'esclavage à la France, ou ne pas savoir ce que c'est comme événement historique et politique. La loi Taubira est une loi qui, à mon sens, a un avantage qu'on mesure sans doute seulement maintenant, ou que l'on peut mesurer seulement maintenant, dès lors qu'il s'agissait de dire que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Il s'agissait également de dire, deuxième point, que ce crime contre l'humanité ne peut pas simplement, n'est-ce pas, s'imposer comme tel en France. Il peut aussi s'imposer dans toute société où l'esclavage a été pratiqué. Et donc, à partir de là, ça ouvre une voie, n'est-ce pas, qui est une voie absolument grande sur la reconnaissance, bien sûr, n'est-ce pas, de cet événement historique comme crime contre l'humanité, mais dans tous les pays possibles où il y a justement des législations qui peuvent s'imposer ou qui peuvent être prises pour pouvoir justement criminaliser le fait historique. Moi, je pense que c'est absolument important de ce point de vue. Et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage travaille en fait à cela, au rapprochement des histoires, au rapprochement des mémoires. Et c'est la raison pour laquelle le conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, je l'ai voulu, un conseil qui ne sera pas seulement un conseil national, c'est un conseil international. C'est l'internationalisation du conseil qui va mettre en visibilité ce que peut être justement, n'est-ce pas, cet événement qui est un événement mondial. La structure telle qu'elle est mise en place est une structure qui va être orientée vers le système éducatif. Et que la connaissance historique qui sera produite ici est une connaissance qu'il faudra absolument diffuser par les lycées, les collèges et l'université. Parce que c'est à partir de là, au fond, que l'on fait le travail de mémoire. Le travail de mémoire ne se fait pas autrement que par cette sorte de transmission qui va être établie. Et la transmission, elle peut se faire soit justement par des manuels que créent les historiens, soit par des outils pédagogiques que l'on crée à l'intention justement des écoles. J'allais dire pourquoi est-ce que la police m'arrête ? Parce que l'agent de police pense depuis qu'il est tout petit, et c'est comme ça qu'il a été éduqué, que quand il a en face de lui quelqu'un qui ne lui ressemble pas, alors il est potentiellement dangereux. Pourquoi est-ce que celui-là est potentiellement dangereux ? Parce que déjà en colonisation, il était potentiellement dangereux. Pourquoi ? Parce que durant la période de l'esclavage, il était déjà, si on remonte un peu dans le temps de l'histoire. Et donc ces comportements-là sont des comportements qui ont des racines très profondes
dans les rapports que la société peut avoir, justement, n'est-ce pas, avec la société française peut avoir avec sa propre histoire. Et je pense que si la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a aujourd'hui un intérêt dans cette société, c'est de faire prendre conscience à tout le monde qu'il y a effectivement une sorte d'histoire partagée entre la France d'hier et la France d'aujourd'hui. Entre la France qui est allée ailleurs et cet ailleurs qui est revenu en France. Parce qu'au fond, on ne colonise pas impunément. C'est pas possible. On n'esclavagise pas impunément. Le seul petit problème, si j'ose dire, n'est-ce pas, de l'esclavage et de la colonisation, c'est l'effet boomerang, c'est l'effet retour. Il y a une question qui est une question sociale, qui a une influence, une question historique, qui peut avoir justement une influence sur la vie sociale, tout simplement. Sur la vie sociale des descendants d'esclaves. Il y a peut-être là quelque chose d'intéressant. Et donc, évidemment, le succès de cette entreprise, la création même de la Fondation, et la signature, justement, de la convention entre l'État et la Fondation par Jean-Marc Ayrault d'un côté et Édouard Philippe de l'autre, de façon absolument solennelle au Premier ministère, a bien signé, me semble-t-il, et de façon absolument solennelle, la participation de l'État à la défense de cette fondation. Quelle relation est-ce que je fais entre le travail à la tête du conseil scientifique pour la fondation et le travail que je fais d'écriture des biographies? Le lien est le suivant. Pour avoir à écrire une biographie, il faut trouver un sujet. Or, tout sujet ne se prête pas à des biographies. Pour qu'une biographie soit intéressante, c'est pas le biographe qui est important. C'est le sujet dont se saisit le biographe qui est important. Si le sujet est important, le biographe est obligé de se coller en quelque sorte à la biographie. Et je suis le biographe, entre autres, je suis pas le seul, de Césaire. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui suis important, c'est Césaire qui est important. Et pourquoi Césaire est important? À cause de l'histoire de l'esclavage. Pourquoi? Parce que c'est quand même lui qui, en fait, est le premier, dans le cahier d'un retour au pays natal, à faire un focus sur ce que c'est que l'histoire de l'esclavage à la Martinique. À partir d'une expérience qui est une expérience individuelle. À partir d'une expérience qu'il a eue à la Martinique, à partir de l'âge de 11 ans, de ce que c'est que l'ambiance coloniale. Dans un territoire qui est un territoire qui n'est pas encore un département français, donc une sorte de colonie. Et au fond, cette expérience-là est une expérience qui va se révéler une fois qu'il va arriver à Paris. Et cela me permet de dire une chose à laquelle je crois, et je ne sais pas si les historiens partageront mon point de vue, mais je serais bien qu'ils le partagent quand même, c'est que les premiers intellectuels à avoir porté un regard sur l'esclavage en tant que phénomène, ce sont des écrivains, ce sont des littéraires. C'est que l'imaginaire est ce qui permet en quelque sorte de transcender le réel pour fabriquer un autre réel. Et transcender le réel immédiat du vécu de l'esclavage pour mieux rendre compte de ce qu'est véritablement l'esclavage. C'est un esclavage qui est transcendé de la réalité elle-même. Et je crois que la littérature y parvient. Alors, Aimé Césaire a une plaque au Panthéon. J'allais dire que c'est pas la première fois qu'il y a des Antillais qui entrent au Panthéon, quand même. Ils sont très nombreux à entrer au Panthéon. Et c'est pas la première fois non plus que des figures abolitionnistes entrent au Panthéon. Donc, c'est pas la première fois que ce que je pourrais appeler des modèles de l'histoire nationale soient reconnus par la nation. Évidemment, c'est quand même ce qui est indiqué au fronton de ce lieu, c'est la patrie reconnaissante. Bon, alors, si la patrie les reconnaît comme étant de grandes figures historiques, nationales, patriotiques, moi je n'ai rien à dire là-dessus. Et le travail qu'il faudrait faire justement à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est que le Panthéon soit aussi un lieu mémoriel pour l'esclavage. Parce que la plupart de toutes les figures qui sont des figures de l'esclavage, abolitionnistes, critiquent l'esclavage, y sont. Et qu'au fond, à un moment donné, oui, il y aura, bien sûr, n'est-ce pas, un travail à faire avec le Panthéon pour célébrer, en quelque sorte, cet autre événement dans ce lieu. Est-ce que ce serait symbolique de mettre Adama Traoré au Panthéon? C'est juste que, je répondrai, il n'a pas vécu suffisamment longtemps pour participer justement à une histoire nationale à laquelle il serait un héros. De toute façon, aucune réparation, quelle que soit la grandeur, ne permettra à Adama Traoré de revenir. Aucune. Ce n'est pas au Panthéon que se trouve le problème. Le problème se trouve absolument ailleurs, dans un lieu qui n'est pas du tout celui du Panthéon. Ça se trouve justement dans cette conscience, qui est la conscience que les modèles qui sont au Panthéon doivent servir précisément dans leur rôle au Panthéon, doivent servir
à ce que la connaissance qui soit la connaissance historique, parce que ces événements ne se produisent pas. Je m'arrêterai simplement à l'expression. La justice pour commence presque toujours par une enquête. La justice pour est toujours une revendication. La justice pour, c'est un besoin de vérité. Si on arrive à ce besoin de vérité et qu'on arrive à la vérité, mais la vérité qui peut être acceptée par tout le monde, il n'est pas sûr qu'elle sera acceptée par tout le monde, c'est-à-dire qu'il se rapprocherait de quelque chose qui soit de l'ordre de la justice précisément. Ce serait un mouvement, oui, qui, d'une certaine façon, aura atteint son but, qui est en fait de donner à une famille éplorée et à des victimes, par voie de conséquence, une histoire de ce qui s'est produit exactement. C'est à cela que doit conduire l'enquête. L'enquête doit permettre effectivement que l'histoire soit reconstituée, que l'histoire telle qu'elle s'est produite soit reconstituée. Si on en vient à cela, oui, bien sûr. Il me semble que le mouvement en question est un mouvement qui devrait avoir un sens de ce point de vue-là. Mais si on s'arrête là, il y aura d'autres Adama. Il faudrait travailler, au fond, à ce qu'il y ait, au-delà justement de la justice pour Adama, une sorte de réconciliation des mémoires, une sorte de réconciliation des histoires, de respect, que je pourrais appeler le respect des histoires. Si on ne travaille pas à cela, par le biais de la lecture, par le biais de l'histoire, par le biais de la transmission, si on ne travaille pas à cela, je suis à peu près certain, je ne voudrais pas me tromper, mais je suis à peu près certain qu'il y aura d'autres histoires du même type, qu'il y aura d'autres bavures du même type, si de bavures il s'agit. Il y aura des bavures du même type. Et si ça ne se produit pas en France, ça se produira en Belgique. Merci à Romuald Foncoy de s'être exprimé sur le projet Adama. Pour le jingle, merci à Samuel Eker d'avoir remixé le morceau Now's the Time de Charlie Parker. Merci à Elise Hilberman pour le mixage. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité du podcast.